pourra t'aider. Bah oui, c'est vrai que nous, on sort au journal de 20h, mais 14h, 15h. Aujourd'hui, déjà, tu me bouffes mon temps. Ça se comprend, ça sera une grande première. Mais si dans 14h, 15h plus tard, on est là, on essaye de rassembler toutes les informations nécessaires pour pouvoir vous mettre à l'aise aux 20h. Ouais. Malouka, vous voulez dire un mot dans la lancée? Non, c'était juste amender, comme elle parlait déjà de la présentation, chose qui en résumé, le dire carrément, c'est-à-dire appréhender aussi, avoir la maîtrise de ce que tu dois donner comme information, c'était ça. Ouais, exactement. Voilà, c'était juste amender ce que tu disais par rapport à la présentation. C'est une présentatrice, elle comprend mieux. Évidemment, en fait. c'est ce que j'étais en train de partager. C'est le réseau. Oui, Félix, tu dois lancer. Peut-être une petite question. Comment se fait-il en fait, c'est pas pour vous minimaliser, mais vous imposez dans un ring, il faut le dire, où il y a des Fana Souma, il y a des grands présentateurs. Comment vous faites pour tenir le cap? Bah écoutez, justement, il ne faut pas partir avec l'idée selon laquelle je suis venu détrôner les autres ou alors je suis venu concurrencer telle ou telle personne. Non, quand moi je suis venu, j'avais un objectif bien précis, travailler, faire ce que j'aime, ma passion tout simplement. Et après, chaque fois que je fais mon boulot, je ne me compare pas aux autres, je me compare à moi-même. Est-ce qu'au départ, la façon dont j'étais, est-ce que c'est la même personne? Donc si déjà ta propre référence c'est toi-même, je pense que ça peut aller. Mais si déjà enfin, pas référence, il faut toujours avoir des références, mais je veux dire, dans le cadre du travail par exemple, et tout, si tu dois dire, tel que Fan a fait, il faut que je fasse comme ça, ou tel que Makale fait, il faut que je fasse comme ça, c'est sûr que tu sais pas encore ce que tu veux et tout. À tout moment, il faut savoir, oui, hier j'étais à quel niveau, aujourd'hui je suis à quel niveau, est-ce que hier par rapport à aujourd'hui, il y a eu des progrès ou pas? Et après, le reste, je pense que c'est aux téléspectateurs de juger et tout, quoi. Ce qui est sûr, moi, tout ce que je fais avec cœur, avec amour, avec passion, et je pense que c'est le plus important, quoi. Et avec professionnalisme, c'est vrai que vous le savez déjà, moi je suis pas passée par une école de journalisme, mais j'ai envie de dire depuis 2014, c'est un maintenant que tu pratiques la même chose et tout, même si c'était à des degrés différents, tantôt l'animation, tantôt la présentation, tantôt le reportage, tout ça, à un moment donné, il faut que tu puisses quand même te professionnaliser auprès des personnes déjà dont c'est le métier, quoi, et tout, je me dis, voilà. Parce que les premiers journalistes, il faut le rappeler, ne sont pas passés par une école de journalisme pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Vous savez, quand vous donnez le micro à un journaliste, c'est ça ce que je voulais dire, quoi. Je voulais te dire de l'arrêter parce que je la connais. Là où c'est parti, comme le dit Lamine, le moteur est allumé, quoi. Si tu ne l'arrêtes pas, c'est pas bon. Si on n'arrête pas, le moteur, c'est pas bon. Alors, est-ce que l'intégration a été facile? Vous êtes venu tout d'un coup à la RTG, vous êtes imposé. L'intégration, ça a été facile? Du tout, je pense que vous avez suivi. Kadiatou Kaba, les gens ont connu mon nom avant ma personne, c'est sûr. Dans les GG, je me rappelle, ils en ont parlé. Kadiatou, après, je disais vraiment, est-ce que c'est de moi qui sont vraiment en train de parler dans les GG, là? Mon nom était parti à la présidence sans que le président ne sache en vrai qui elle est et tout. Intégration facile, peut-être facile par rapport aux autres. Je rappelle que je suis à la RTG depuis 2016 quand même. Hein. Contraire, c'est vrai que d'autres personnes m'ont découvert à partir de 2019-2020, mais vous imaginez de 2017 en 2019, j'étais chroniqueuse littéraire dans Que le matin et chaque semaine je présentais un ouvrage. Ça n'a pas été facile, mais je me dis juste que ma chance est partie du fait que j'ai choisi quelque chose que les autres ne voulaient pas du tout sentir, la littérature. Et je pense que toute mon ascension est partie de là. Bien. Ça n'a pas été facile, comme tout autre jeune à la RTG. Même les vieux de la vieille qui y sont et tout, c'est pas facile. Je sais que quand on vient jeune et tout, souvent, on pense que tu es venu pour rivaliser les gens ou pour les concurrencer. Non, mais encore une fois, moi, je suis jamais dans l'esprit de concurrence. Non, enfin, il faut être fair play et tout. Après, ça ne veut pas dire que tu vas te laisser marcher dessous ou te laisser faire. Tu dois pouvoir savoir exactement ce que tu veux et maîtriser ce que tu fais. Bien. Alphonse? Moi, ma question, c'est pour la ramener vers... parce que si on reste dans la RPG, on va faire tous les étages de la maison mère. Si vous permettez, Alphonse, à moins que je vous donne le livre, vous allez lire l'idée directrice de ce livre. Avant d'arriver à ça, la première question, est-ce que c'était le moment d'écrire? C'était pas planifié en tout cas, c'était pas prévu, très honnêtement. Mais vous savez, moi, j'ai commencé par dire que le journalisme m'a choisi. La présentation, je ne l'ai pas cherché du tout. Et je pense que l'écriture, ça a été une sorte de refuge pour moi. Ça a été une sorte de thérapie pour moi. Christian Bobin, j'aime souvent le répéter, il dit que l'écriture, c'est le cœur qui explose en silence. Ce fut mon cas. Honnêtement, je n'étais vraiment pas préparée à écrire. Je me plaisais plus à faire la promotion des autres que d'écrire moi-même parce que
vu tout ce que je fais et tout, je ne pouvais pas imaginer une seule seconde avoir vraiment le temps pour moi-même de me mettre à l'écriture. Mais vous savez, quand il y a des personnes qu'on aime, des personnes auxquelles on tient et tout, quand ces personnes nous quittent, vous savez ce que ça peut faire et tout, ça peut nous faire soulever des montagnes. Donc, mon cas, par exemple, j'ai commencé à écrire au surlendemain du décès de mon père. Donc, vous voyez, en fait... Que son âme repose en paix. Amen. Ça date de quand De 2017. Ce livre, je l'ai écrit en 6 mois, en 6 mois vraiment, 4 mois, 10 jours tout au long de la période de veuvage pour pouvoir observer les hommes qui nous entouraient, tout ça. Mais c'était depuis 2017. Hein. Mais bon, tout ce temps, je gardais parce que je me disais, est-ce qu'il faut vraiment sortir ou pas? Vous allez constater que c'est une petite fille qui s'exprime. Justement, en parlant de l'idée directrice de cet ouvrage, Kadiatou Kaba qui pleure le chagrin de toutes les jeunes filles privées très tôt de l'amour de leur père, mais qui s'accrochent, déterminées à réussir pour ressusciter l'âme du baobab, vaincu par un vent impétueux. Ce livre est surtout un hymne à la vie. Donc la motivation est partie de la disparition de votre papa. Exactement, c'était là le déclic. Papa est parti, c'était mon confident, c'était mon protecteur, ma source d'inspiration, de motivation. Maintenant qu'il n'est plus là, qui va m'écouter, qui va me conseiller à l'amiable, vous allez voir que ce sont les soliloques en fait d'une enfant médusée. Donc, à un moment donné, je me dis, voilà, il faut que tu fasses quelque chose. Et pour moi, la meilleure façon de lui rendre hommage, de l'immortaliser, c'est de parler de l'homme, parce qu'il avait quand même beaucoup de valeur. Oui, Alphonse, avant de dans le livre, il n'y a pas que le décès qui est évoqué, il y a aussi la situation familiale, l'après-décès. Qu'est-ce qui vous a le plus poussé à écrire? Est-ce la disparition du père ou ce qu'on vous a fait subir après la disparition du père? La disparition du père, le déclic est parti de là. Si je devais raconter tout ce qu'on a subi, peut-être que j'aurais pas écrit, mais tout est parti vraiment du décès du papa, parce que dans le livre, en fait, c'est pas comme si je commençais directement par la perte de l'être cher. Vous allez voir un tout petit peu quand il vivait encore ce qu'on a dû vivre avec lui et tout, parce que c'était important pour la compréhension du lecteur. J'aurais pu commencer directement par le décès, tout ça, mais c'était important de peindre un peu l'atmosphère, comment on était avec le papa, comment ça se passait avec lui, tout ça. En ce moment, le lecteur pourra bien peser combien de fois ma souffrance, tout simplement. Voilà. Oui, Chiplou. Kadiatou Kaba, qu'on connaît, animatrice, journaliste, présentatrice et tout, est donc novice en principe dans l'écriture. Comment est-ce que vous êtes arrivé donc à écrire ce livre-là? Et quelles sont les personnes qui vous ont aidé? Quelles sont les difficultés en somme que vous avez rencontrées même dans l'écriture de ce livre-là? Je commence par les difficultés. Vous savez, moi j'avais un problème. J'écrivais exactement comme je parlais et tout. Et en même temps, comme je le dis, c'est pas comme si je racontais, c'est pas comme si je parlais. C'est vrai que je parle d'amour, mais dans un autre sens et tout. Moi, mon gros problème, c'est que le cœur agissait plus que l'esprit et tout. Alors que quand on écrit, le cœur et l'esprit doivent être au même niveau. Alors moi, c'est le cœur qui parlait plus que l'esprit. Et donc, ça faisait que parfois, il y avait un peu de décalage et tout par rapport à ce que je pensais, à ce que je ressentais, par rapport à la raison, en quelque sorte. Donc ça, c'était un gros problème pour moi. Et l'autre problème, comme je le dis, j'écrivais exactement comme je parlais. Souvent, dans l'écriture, c'est pas comme ça. Et entre griffes, les gens pensent que quand on est critique littéraire, ça veut dire qu'on est d'avance écrivain. Attention, c'est deux boulots différents. Moi, je te décortique un livre tout de suite, je finis de parler d'un ouvrage, tu es convaincu. Mais ça ne veut pas dire que c'est gagner d'avance l'écriture. Non, c'est tout autre chose. Donc, c'était la difficulté principale. Maintenant, il me demandait comment j'ai fait pour pouvoir écrire, puisque je suis novice dans l'écriture. Pour écrire, il faut... oui, c'est mon premier livre. Voilà. Pour écrire, il faut beaucoup lire. Hein. Et je pense que j'avais l'atout de lire quand même. Hein. Parce que j'ai lu au moins plus de 100 bouquins pour être modeste. D'accord, c'est important de rappeler parce que d'autant plus que depuis qu'on t'a annoncé sur nos canaux de communication, beaucoup m'ont contacté pour te demander quels conseils donner à ceux qui veulent écrire des romans, des livres. Donc il faut beaucoup lire. Ouais, il faut beaucoup lire. Il faut vraiment lire et tout. Il n'y a que comme ça on peut se tirer d'affaire. Pour écrire, il faut lire. Alors, dans le résumé de cet ouvrage, si c'est bien ou pas, vous dites que c'est écrit, son père était donc un homme comme les autres, il était vulnérable et il ne pouvait pas rien faire. Donc, ça veut dire tout simplement qu'il y avait... Bon, je ne dirais pas que c'est votre amoureux, votre papa, mais il y avait un amour entre vous, il y avait un sentiment, vous étiez très proches. On était très, très, très proches. Je pense que la couverture du livre dit tout. Peut-être que tu peux présenter la couverture à ceux qui nous suivent présentement à travers Espace TV. Et tout. Je pense que ça veut tout dire. Vous allez voir un vieillard qui est en train de serrer très fort une petite fille. Juste entre les deux, au niveau de la tête, il y a un petit cœur, ça veut dire l'amour. Il y a une petite fleur juste en bas et tout. Mais après, vous allez voir que vers le bas, par rapport au vieillard, ce ne sont pas des pieds, mais ce sont des racines. Ça veut dire en fait que cette personne est certes partie très tôt en laissant derrière lui une petite
fille, mais il a dû poser les bases, le soubassement et tout. Vous allez voir que un peu plus haut, il y a le soleil, mais moi, mon soleil est vert parce que la couverture est blanche. Donc, si on devait mettre du blanc sur du blanc, ça n'allait pas du tout marcher. Bien. Je pense que ça résume tout. Oui, bien sûr, je l'aimais beaucoup, de tout mon cœur et tout, parce qu'il me comprenait. Bien, avant de revenir vers vous, Félix, donc ça veut dire que vous vous êtes inspiré de vous-même avant d'écrire cet ouvrage. Aujourd'hui, d'autres se retrouvent dans cette situation. Peut-être des jeunes filles qui ont perdu leur papa, des jeunes filles qui étaient très proches de leur papa. Donc, ça peut dire, au-delà de vous, cet ouvrage aussi a une portée pour les autres. Et bien sûr que oui, quand on écrit, on n'écrit pas que pour soi, on écrit pour les autres aussi. Si déjà ce que vous écrivez, les autres ne se sentent pas intéressés, ça veut dire qu'il faut revoir un tout petit peu ce que vous êtes en train de faire et tout. Moi, je l'ai toujours dit. Bah oui, en fait, toutes les personnes qui ont perdu un être cher peuvent se retrouver à travers ce livre. Et ce que vous devez comprendre, c'est quand même un livre de 5 grandes parties. Une famille ordinaire, les réalités de la vie, la cruauté de la vie, la ville de Cancan, le retour à Conakry, tout ça. Il y a 14 chapitres dedans et tout. C'est vrai que je parle de la famille ordinaire où on était vraiment d'accord avec le papa, les réalités de la vie avec la perte de papa, mais après tout ce qu'on a eu à faire et tout ce qu'on a dû subir de façon très éphémère et tout après sa perte, Bien. je dénonce aussi le comportement des êtres Bien. que nous sommes. On en reviendra sur toutes les parties. Alphonse, il va falloir que je me tourne vers ma gauche. Allez, Félix. Oui, dernièrement, le 14 janvier, moi j'ai perdu ma maman. Bien Et donc je sûr. connais la douleur que ça fait de perdre un père ou une mère. Maintenant, la question que je veux poser, parce que je vois, c'est comme si la perte du papa a été le baromètre de pouvoir se dire, ok, il est temps que je prenne mon destin en main. C'est vrai. Par contre, il y a d'autres, par exemple, dans certaines circonstances, comme pareil, ne pouvaient pas prendre le destin en main, pouvaient chavirer. Ouais. Qu'est-ce qui t'a démarqué de ces autres personnes, surtout en tant que femme, de ces autres personnes qui pouvaient chavirer en thème dans ces genres de circonstances? Est-ce que quelqu'un vous a fait quelque chose? Vous vous êtes dit non, je ne peux pas prendre ça. Donc il faut Non. que je travaille. Je voulais simplement honorer la confiance que me portait mon père. Franchement, il avait confiance en moi. C'était un rêveur comme moi. Il m'a soutenu sur toute la ligne. Mon papa, vraiment, c'est une personne modeste. Nous appartenions à tout sauf à la classe bourgeoise, quoi, et tout. Quelqu'un qui se sacrifie pour ses enfants. Je pense qu'en retour, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Je ne pouvais quand même pas accepter qu'il fasse autant d'investissements sur ma personne et que je laisse les choses comme ça après son décès. Il fallait relever le défi. Il fallait vraiment se battre. Et si je continue à être journaliste aujourd'hui, très honnêtement, c'est pour mon père parce qu'il était plus heureux d'ailleurs quand il me voyait à la télé. Honnêtement, moi jusqu'ici, c'est les autres qui m'apprécient, mais quand je me vois à la télé, je suis jamais satisfaite. Ouais. Mais mon papa, il était très heureux de me voir à la télé et je me disais peut-être que là où il est, il peut me voir encore à la télé. Enfin, c'est un truc de petite fille. Que son âme repose en paix. Amen. Amadou. 2017, déjà, vous êtes très jeune, 23 présentement, vous deviez avoir 17 ans. 19 ans. 19 ans, ok. Alors, quand on va sur cette base-là, à cet âge-là, est-ce que c'est écrit forcément qui nous vient en tête? Pas forcément, mais je pense que l'écriture est venue en tête parce que je cohabitais déjà avec les livres et tout. Je connaissais le pouvoir de la lecture, de l'écriture. Je savais la magie qu'il y avait en l'écriture, en la littérature et tout. Donc, bien sûr, c'est la première chose qui était tout de suite à ma portée. J'avais pleuré, j'avais même essayé de partir au cimetière et tout. Partir me coucher juste à l'entrée du cimetière parce qu'on n'ouvre pas les cimetières pour des dames. À un moment donné, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment la solution et tout? Si tu aimes ton père, fais des choses grandioses. Essaye de réaliser tout ce que vous aviez conçu ensemble, tel que ce que je suis en train de faire aujourd'hui. L'immortaliser. L'immortaliser et tout. Je pensais que... Je me disais... Mais sinon, bien sûr que oui, à 19 ans, c'est pas évident. Si vous voyez mes premiers textes de cœur meurtri, franchement, c'est drôle quand même. Bien, oui. C'est- Malouka. Alors, depuis 2017 que papa est parti, tu as eu le temps quand même de passer ton petit... tu as eu le temps de passer carrément cette période de deuil, effectivement. Et après ceci, tu as pensé quand même à écrire. Et après ceci, on dit le plus souvent que quand tu extériorises ce que tu as au fond de toi, peut-être que tu te sens bien. Ouais. Et aussi, tu es arrivé à satisfaire ou à arriver à un certain niveau où papa attendait vraiment quelque chose de toi, comme tu l'as dit. Alors après tout ceci, comment te sens-tu? Apaisée. Satisfaite? Satisfaite. Et franchement, je rends grâce à Dieu parce que je ne pouvais pas imaginer
que ce livre pouvait voir jour maintenant, parce que comme je le dis, en tout et pour tout, ça m'a pris 6 mois et tout. Mais après, il faut finaliser le livre. Quand tu le finis, il faut le lire, il faut le relire, tout ça. Il faut faire il faut faire en sorte que d'autres personnes puissent aussi lire et te donner leur point de vue, justement, et à tout cet aspect. Je me sens vraiment libérée de ce fardeau, de ce poids et tout. J'ai du mal à oublier la perte de l'être cher, mais écoutez, il faut que la vie continue quand même, quoi, et tout. Il y a d'autres qui ont vécu bien pire. Il y a quand même ma mère qui est là. Il faut continuer à rendre grâce à Dieu, parce qu'il aurait pu, Dieu aurait pu dire, bah écoute, je te chope ta mère aussi. Oui, pour la suite, le sommaire tout à l'heure, dans le résumé d'ailleurs du livre, tu as parlé de toutes ces filles, par exemple, qui ont perdu leurs parents très tôt. Alors, quel est le message que tu veux faire passer par là? Bah écoutez, les filles sont souvent proches de leur père et tout. Hein. C'est pas comme si les hommes aussi n'aimaient pas leur père, attention, mais j'ai envie de dire... Oui, les filles sont plus proches quand même de papa que de... Il y a comme le garçon et la maman. C'est vrai. Il y a assez de relations fusionnelles entre le père et la fille, tout ça. Et en général, les filles qui perdent leur père, c'est chaud. Et vous savez quand même, nous sommes en Afrique. Hein, souvent, c'est le papa qui gère tout, sur le plan économique, sur le plan financier, tout ça. Quand on perd un papa et qu'après, il n'y a pas d'autres personnes pour prendre la relève, c'est chaud. Donc, écoutez, c'était un clin d'œil sur une jeune fille. Donc, c'était un clin d'œil aux autres jeunes filles et tout, pour dire, écoutez, voilà, vous avez perdu l'être cher, mais c'est aussi, ce livre peut vous consoler, allez-y, il est à vous. En tant que jeune fille, tu as eu à rehausser ce niveau. Et qu'est-ce que tu peux conseiller donc à toutes ces filles qui ont perdu aussi leurs parents et qui pensent que tout est fini, quoi? C'est de travailler dur, de persévérer. La fille ou la femme n'est pas faite ça n'a pas été pour facile, créer. Ça n'a pas été facile, je suis d'accord. Mais bon, après, je me dis qu'il est plus facile d'aider une femme qu'un homme. Donc, mettez-vous au travail et vous allez trouver quelqu'un qui vous aidera sur le chemin que vous aurez choisi. Bien, le travail qui paye. Kadidou Kaba, présentrice à la RTG, journaliste et écrivaine. Elle est notre invitée ce soir chez Les Informés sur Radio Espace Amadou. On enchaîne avec elle avant de revenir vers Chiplo. Yes. C'est vrai que vous avez eu à le rappeler tout à l'heure, si un homme auprès de sa maman c'est un refuge, c'est l'inverse chez les filles. C'était qui Papa Kaba? On sait que généralement pour nous le cousinage à plaisanterie, on considère les Kaba comme les personnes arrogantes généralement. C'était qui Monsieur Kaba? Très noble. Justement, aussi. je pense que... Modeste. Merci tous beaucoup. Les Kaba de Cancan. Bon, dans le cousinage à plaisanterie, en 2 mois de qualité. Vous savez l'histoire des Kaba quand même à Cancan, du côté de Karfamoria, dans les grands quartiers de Manikamori. Dans le Manikamori, les Kaba, ils sont considérés comme étant, je ne dirais pas les plus nobles, les plus modestes, mais bon. En fait, quand on dit Manikamori, Mori c'est lié à la religion. En fait, les Manikas instruits. Maintenant, quand tu dis noble, tu vas te créer des soucis. Non, ça, je n'en parle pas. De toute façon, moi, je gère. On est très religieux, ça, au moins, je sais. Voilà. On tient à certains principes. L'implantation de l'islam en Haute-Guinée, précisément à Cancan, ce sont les Kaba. Bien sûr, avec Daouda Kaba. Bien. Allez-y. Alors, la question déjà, c'est de savoir comment papa était. Justement, je pense que l'une des raisons pour lesquelles on s'entendait plus, c'est parce qu'il était très calme, doux, souple. Il criait pas du tout. Peu importe, tu pouvais même pas savoir s'il était fâché ou pas. C'était ça sa force. Il avait une capacité de retenue hors pair. C'est pas donné à tout le monde. Peu importe les situations dans lesquelles il se trouve, il savait garder raison et qu'il ait raison ou qu'il ait tort, il était toujours prêt à céder, quoi, et tout, pour ne pas polémiquer. C'est quelqu'un de très gentil, de très aimable et qui tenait quand même à certaines valeurs et à certains principes. Et je pense que c'est pour ça qu'on s'est compris. Parce que 2 personnes ayant le même tempérament, en général, ne peuvent pas se comprendre. Ça, c'est évident quand même. Ouais. C'est pourquoi Alphonse doit beaucoup se préparer pour son mariage. Si tu as le même tempérament que ta femme, ça ne va pas porter fruit. Oui, Alphonse, elle a intérêt à rester, c'est un conseil que je te donne. Elle a intérêt à rester calme. Tu es marié pour donner des conseils? Et je sais les connoter, j'en sais quelque chose. Ok, ça c'est une bonne nouvelle. J'irai chez les Kaba aussi voir. Dans un passage du livre, vous expliquez cette situation où papa se fait voler un de ses biens, qui est sa terre, mais qui reste calme et vous pousse à vous calmer face à cette situation. Vous nous relatez un peu cette expérience? Bien sûr que oui. Alors c'est, comme je le dis justement, papa c'était le pardon, c'était vraiment la tolérance. Et papa c'est quelqu'un qui réfléchissait du genre... Il voyait toujours la fin, quoi, c'est-à-dire là où il est aujourd'hui. Il se disait qui est une fois parti dans sa tombe avec un bien matériel quelconque. Dans notre tombe, on ne partira qu'avec ce qu'on aurait fait, comme bien et mal, dans ce monde si bas. Ouais. Alors, il s'était fait voler un de ses terrains, qui était exactement à Imbaya et tout. Quelqu'un habitué des faits qu'il était à voler les terrains un peu partout.
Il est parti, il a fait un soubassement sur le terrain de papa. Le premier soubassement était déjà fait et tout. Et après, papa essaye de savoir qui était vraiment en train d'exploiter son terrain. Et il finit par se rendre compte que c'est un certain Monsieur X. Il essaye de rentrer en contact avec Monsieur X. Monsieur X ne veut pas coopérer. Monsieur X brandit des documents. Ces termes appartiennent, tout ça. Mais ça pouvait se voir qu'il avait des complices au sein même de la justice. Au-delà, c'était un habitué des faits. Et donc, puisque papa, c'est quelqu'un qui a dit qu'il allait tout faire pour ne jamais comparaître devant les juridictions compétentes, pour qui que ce soit. Et vraiment, il était dans cet esprit-là et tout. En plus, il se disait, ce n'était qu'un terrain. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de terrain, tout ça, le terrain quand même, franchement, tel qu'il le disait, on ne peut pas dire un terrain, ce n'était qu'un terrain. Mais papa, lui, te disait, ce n'était qu'un terrain, ce n'est qu'un terrain. Et donc, nous, on ne comprenait pas comment il pouvait renoncer aussi facilement à un terrain. Ma mère a tout fait. Il a dit non. Niet, c'est pour moi, c'est pas pour vous, c'est pour moi. Je dis que je renonce. Dieu jugera un jour. Donc on attend le jugement dernier. Dieu, vous attendez le jugement dernier. Ça veut dire tout simplement qu'il ne mettait pas en avant le matériel. Il était très croyant. Ouais. Alors, je sais plus, avant de revenir vers vous, est-ce qu'on peut revenir sur la première partie? Parce que le livre est scindé en 4 parties. 5 parties. La première partie, vous parlez d'une famille ordinaire. Est-ce qu'on peut revenir sur cette famille ordinaire? Qu'est-ce qui caractérisait cette famille? La complicité entre le père et ses enfants, cette famille polygame à laquelle nous appartenions, mais personne ne pouvait sentir vraiment qu'il y avait des demi-familles, tellement que l'amour, la paix et l'entente régnaient dans cette famille et tout. Ce papa aimable, attentionné, qui rentrait tout le temps avec des gadgets pour les enfants. On était très heureux de le voir rentrer le soir après le marché Madina. Papa était un commerçant. Voilà, parce que moi, en général, les gens me demandent, ton papa, il a travaillé dans quel gouvernement, il a été quel ministre, etc. Mais non, je suis fille d'un commerçant. C'est vrai que c'est un commerçant instruit, mais j'ai envie de dire que voilà, on n'a pas besoin d'avoir un papa ministre qui a servi le pays ou qui a travaillé dans le gouvernement. Par contre, mon grand-père a été arraché de force pour aller pour la Deuxième Guerre mondiale, par contre. Donc l'histoire retiendra cela, mais j'ai envie de dire que je parle vraiment de la complicité entre père et fils, les enfants, tout ça, tout l'amour qu'il y avait au sein de la famille. Bien. Oui, je sais plus. Déjà, tu as parlé, il y a plusieurs parties au sein donc, de ce livre et tout. Aujourd'hui, vous relatez l'histoire d'un homme, de votre papa, donc quelqu'un que vous avez forcément cher et tout. Vous avez des frères, vous avez des sœurs, j'imagine, vous avez des cousins, vous avez même des oncles, voire même la maman. Est-ce que ces gens-là ont lu le livre? Lorsqu'ils ont fait la lecture de ce livre-là, qu'est-ce qu'ils ont ressenti après tout ce que vous avez eu à exprimer dedans? Je vous raconte une histoire. Vous savez, ma maman, elle n'est pas lettrée, en fait, voyez-vous. Donc, ses frères étaient un peu jaloux parce qu'ils n'avaient pas encore lu le livre. Quand ils ont vu Cœur meurtri et que je passais dans les médias, je disais papa. Tout le monde disait mais ta fille elle est ingrate. Elle parle de son père, elle parle pas de son père. En plus papa, on dirait que toi tu n'as jamais rien fait pour elle. Il dit mais non, justement on t'emmerde parce qu'ils savent que tu peux pas lire. J'ai dit mais je parle de toi, je parle de tes témoignages. Je ressors que tu nous aimais beaucoup mais que tu réagissais différent par rapport à papa, etc. Oui, ils ont lu, il y a beaucoup qui étaient très très heureux et fiers. Je me rappelle ma soeur Aïcha qui est à Berlin et tout, quand elle a lu le livre, elle a pleuré. Chacun de ses enfants est cité dans cet ouvrage et tout, parce que comme je le dis, c'est vraiment un truc de famille, une histoire de famille, tout ça. Chacun y a trouvé son compte, ses frères, mes oncles, ma mère. Je suis allée jusqu'à parler de l'oncle paternel de ma mère, etc. Donc franchement parlant, on m'a encouragé, on m'a félicité. Ils auraient aimé faire la même chose que moi. Mais bon, si moi déjà je l'ai fait, je pense que c'est pas mal. C'était une bonne image d'écrire ce livre, mais dans certaines familles, nous connaissons des gens que les parents ne veulent pas qu'il écrive, d'autant plus qu'ils peuvent raconter des histoires qui n'honorent pas la famille. Dans votre famille, avant d'écrire cet ouvrage, est-ce que vous avez consulté votre maman? Est-ce que vous l'avez détaillé, ce qui est écrit, avant de faire sortir ce livre? Quand on sait que nous sommes dans une société conservatrice, on ne veut pas faire ressortir certaines choses. Moi, je suis indépendante et très libre. Après, voilà, ce que j'ai envie d'écrire, on est tous influencés par nos parents parfois. Oui, bien sûr que oui. Mais je sais aussi quoi mettre dans le document. En plus, je parle de mon père et tout. Moi, c'était comment me vider, comment me libérer et tout. C'est ce que je recherchais. Après, tu vas voir qu'au départ, mon papa a connu le divorce, tout ça, mais je ne m'attarde pas sur les raisons du divorce parce que je ne connais pas.
entre un homme et une femme, quand l'homme parle, tu penses qu'il a raison, quand la femme parle, tu penses qu'il a raison et tout. Je ne m'étale pas sur ces choses. Moi, c'est ce que j'ai vécu personnellement avec mon père, que je relate. Les différends qu'il a eu avec les autres, à mon avis, c'est pas trop mon problème, quoi. Et tout ce que je maîtrise mieux, je m'exprime par rapport à ça. Bah oui, je connais bien sûr beaucoup de personnes qui disaient non, mais attends, est-ce que tu n'as pas dit des choses? Au contraire, il y a mon oncle, par contre, qui m'a dit, bah écoute, pourquoi tu m'as pas consulté? J'aurais dû te donner plusieurs autres idées. Et ce oncle est parti jusqu'à me dire que 2 autres terrains, différents du terrain de Yimbaya, là, avaient été détournés de la sorte. J'ai dit, ouais. Décidément, papa, vraiment, il a encaissé des coups. Quoi. Oui, Alphonse. Dans la même première partie sur votre famille, vous relatez les relations qu'il y avait entre papa et tous ses enfants. Aujourd'hui, quel est le rapport qu'il y a entre vous et vos frères? Mais franchement, non, on est tellement heureux ensemble. Nos grands frères nous chouchoutent tellement au point qu'on se dit à un moment donné, vraiment, c'est ce que je disais, nous on est très à l'aise, on s'entend bien. Franchement parlant, si vous n'êtes pas de la famille, vous ne pouvez pas savoir si on est vraiment des demi-frères. Et je pense que ce qui fait cela, c'est que tout le monde suit son petit chemin tranquillement. Chacun se bat pour devenir quelque chose. Vous savez, là où souvent il y a des contradictions, il y a des problèmes, c'est lorsque, voilà, tout repose sur le dos d'une personne, quoi. Mais nous, notre cas, chacun se bat. Et avant qu'on ne soit à ce stade, par exemple, nos frères ont beaucoup fait pour nous et on leur doit cela. Donc, côté famille, on peut dire que papa a laissé une base qui permet à ses enfants aujourd'hui de ne plus se taper dessus. Il a réussi. En plus, on n'est même pas au même endroit, quoi. Ça, le truc et tout. Bien. Alors, on va revenir sur la deuxième partie. Vous parlez des réalités de la vie. Cette réalité de la vie concerne quoi? Papa? Oui, les réalités de la vie, c'est le quotidien ou bien quelle est cette réalité? Les réalités de la vie, c'est dire un peu que l'être humain peut changer en un clin d'œil et tout. Je me rappelle quand papa est tombé malade, il commençait à demander du haricot. Il n'avait jamais mangé du haricot. Il commençait à demander la sauce feuille. Il n'avait jamais mangé la sauce feuille. Il était fidèle à 3 repas et tout. 3 repas qu'on préparait tout le temps à la maison. Et papa, ça a toujours été le citron. C'est pourquoi moi, le citron et le lait, je préfère tout de suite le citron. Il n'y a pas match. Les boîtes de conserve, il les préférait de loin par rapport au poulet importé qu'il n'avait jamais mangé. Alors quand il est tombé malade, il ne demandait que ces choses. C'est incroyable. Ça fait quand même partie des réalités de la vie. Et tout, ce changement brusque, brutal, qui était en quelque sorte un signe prémonitoire, si je puis m'exprimer ainsi. Donc les réalités de la vie, c'est par rapport à ça. Les réalités de la vie, c'est dans ce chapitre que je décris un peu comment le décès est survenu. Et tout. Parce que papa est décédé, on ne s'était pas vu à 3 jours. Et je m'en suis voulu à vie jusqu'ici. Je m'en veux, même après avoir publié le livre, je m'en veux. Parce que je me rappelle qu'une fois, il disait, est-ce que vous savez ce que ça me fait de ne pas vous entendre, ne serait-ce qu'un jour passé, à peu forte raison, passer des jours sans vous voir. Je me rappelle encore de ces mots, de ces phrases et tout. Donc c'est par rapport à ça, la réalité de la vie. Kadiatou Kaba, journaliste et écrivain, notre invité ce soir sur Radio Espace, Les Informés, Alphonse. Quand vous parlez des réalités de la vie, quand papa est tombé malade, j'imagine que vous avez parlé 3 jours avant son décès où vous n'étiez pas là. Comment vous expliquez? Parce que chez nous, il y a 2 types d'interprétations. Soit c'est, comme on dit, delay, je ne sais même pas quel est le terme qu'on utilise. Il est devenu trop peu. Il y a des circonstances, il y a des signes quand on perd un proche, une personne qu'on affectionne beaucoup, quand on doit la perdre, on nous éloigne. Est-ce que pour vous, vous l'avez considéré comme un signe de son départ? Déjà, je veux vous dire qu'en 2015, après qu'on ait obtenu le baccalauréat, ma grande sœur Mimi et moi, on était partis chez sa première femme avec laquelle il a divorcé et tout. Mais comme c'était sa cousine, après la mort, c'est pas la guerre, quoi, et tout. C'était comme ça et c'est une personne qu'il aimait bien, même après le divorce et tout, parce que moi je me rappelle, j'ai toujours vu ça à chaque fête, elle apportait des habits pour mon père, au point que son mari actuel disait mon grand là on dirait qu'il gère encore le terrain, mais c'est pas grave, entre parenthèses. Donc on était partis chez ma belle-mère, la toute première femme qu'il a eu à épouser et tout, et donc on était là-bas à cause de la proximité de notre université, mais après donc on était là-bas, on ne vivait pas avec papa. Donc on a passé 3 bonnes années sans papa. Mais justement à cause de cette distance, c'est pour ça que tout le temps on se parlait au téléphone. Il me disait,
on est quand même à Conakry. Kaporo Kolea, c'est pas de la mer à boire. Vous pouvez pas venir tous les jours, mais tous les week-ends, vous pouvez venir. Donc, ça faisait en fait que tous les week-ends, on partait à Kolea et tout. Donc, en fait, ma sœur Mimi, par exemple, tout le temps, elle était là-bas. Ma sœur Mimi l'avait vue à l'avant-veille de son décès. Mais moi, sauf que j'avais fait 3 jours sans le voir. Et je pense que durant ces 3 jours, on n'a pas parlé aussi, quoi, et tout. C'est tout ce qui m'a blessée. Ça comme un signe. C'était un moyen pour Dieu de ne pas vous affliger. Oui, mais j'aurais aimé, par exemple, que j'aurais aimé le voir. Je n'ai pas pu le voir. Bien. Malheureusement, ça m'a fait très mal, ça, par contre. Bien. Comme ça, et on s'en veut toujours quand un proche part. On se dit, si j'avais fait ceci, il n'aurait pas eu cela. Donc, c'est aussi naturel que ça. Ouais. Mais à part ça, dans ce livre, tu as tellement parlé de Papa Kaba, parce qu'on sent que vous étiez aussi proche que ça. Mais tout à l'heure, tu nous as expliqué que vous ne viviez pas ensemble, primo. Deuxièmement, tu as parlé de la polygamie, par exemple, qui existe dans la majorité des familles africaines. Alors, comment vous avez vécu de pouvoir traverser ceci sans qu'il y ait eu une séquelle, sans qu'il y ait eu quelque chose entre les familles, entre les frères? Non, mais écoutez, je pense que... c'est quoi la particularité au fait de votre famille pour que vous puissiez rehausser ce niveau sans qu'il y ait des problèmes au fait? Je pense qu'on s'aime et je pense que les personnes qui nous ont élevés étaient des personnes vraiment qui comprenaient la vie autrement et qui comprenaient la polygamie autrement, qui se disaient qu'on pouvait être heureux ensemble même si on n'est pas de même mère, tout ça et tout. Et comme je le dis, d'abord, si tu prends les grands-enfants de mon père et tout, parce que la deuxième, quand il décédait, il avait 2 femmes. La deuxième, c'est la petite sœur à ma mère et tout, quoi. Et tout. Donc, ce sont des enfants qui sont déjà petits, donc qui n'ont pas leur mot à dire pour l'instant, parce qu'ils sont encore jeunes. Ce sont nos frères qui ne sont pas là, parce que les 3 premiers enfants de mon père ne vivent pas en Guinée. Donc, déjà, et c'est des gens qui nous ont toujours soutenus et tout. Donc, il y avait cette complicité parce que eux même tout le temps ils étaient pressés de venir en Guinée, de nous voir, de voir comment leurs frères et sœurs grandissaient, tout ça, etc. Je pense que la distance aussi a beaucoup joué en notre faveur, parce que si vous ne vivez pas ensemble, bon sang, vous avez quoi à vous détester. En plus, si je prends le cas de la première et de ma mère et tout, c'est pas comme s'ils avaient connu le même foyer. Papa a connu le divorce 10 ans après, il a épousé ma mère. Et moi j'ai toujours vu ma mère chaque mois de Ramadan apporter à manger à maman à Kaporo. D'ailleurs, à ma mère, je dis na. Mais la mère de mes frères, je dis maman. Donc, pour faire la part des choses, je dis que maman est na. Et toi, alors que ça veut dire la même chose. Bien. Donc, c'est un peu ça. Amadou? On parlerait de Touabouya quand on appelle maman na, tu vois. Donc, soit dit en passant. Mais papa, c'est quoi? Papa est si âgé avant de mourir. Papa, sa maladie, c'est une maladie sur une courte durée ou sur une longue durée? Et sur près d'une année, mais c'est lui qui faisait tout en fait. C'est pas ce malade alité qui peut rien faire de lui-même et tout. Comme c'était un commerçant, et papa vendait des fils de fer, des fils d'attache, donc il était tout le temps avec des centimètres, donc ça voulait dire en fait qu'il travaillait beaucoup. Chaque fois qu'il y avait des clients, il y avait des instruments à mesurer. Donc ça faisait que à un moment donné, quand la maladie a commencé, il ne pouvait plus continuer à partir à Madina et tout. Moi, par exemple, au départ, je partais à Madina, mais j'étais déjà dans les médias quand papa tombait malade, donc j'avais plus le temps de partir à Madina. Sinon, j'aimais bien mesurer les outils, tout ça, etc. Papa est tombé malade, oui, il était âgé, parce que papa est décédé à 66 ans. C'est nous qui sommes venus plus tard. Sinon, papa a eu... j'aurais aimé qu'il vive comme son grand frère qui vit maintenant, qui a déjà dépassé les 88 ans. Bien. On va revenir sur la 3e partie, la cruauté de la vie. Vous voulez parler de sa maladie et de son décès, ou bien vous voulez parler d'autre chose? Je parlais d'autre chose, justement, c'est fait exprès. Pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre et tout, quand je parle de cruauté de la vie, on pense que c'est ce chapitre dans lequel... on m'a arraché mon père. Non, ça c'est dans les réalités de la vie. La cruauté de la vie, ma mère était en ce moment veuve et tout. Et comme je le dis, dans la famille, il y a toujours une personne qu'on aime particulièrement. Et en plus, côté paternel, il n'y avait qu'un seul oncle de ma mère qui restait dans ce monde si bas, côté paternel justement. Et donc ça faisait que pendant que ma mère essayait de se rétablir de la disparition, de se remettre de la disparition de papa, on vient lui annoncer la nouvelle selon laquelle son seul oncle qui restait dans ce monde si bas aussi nous avait quittés. Bienvenue à nouveau les pleurs. Donc je me suis dit, mais mon Dieu, son mari vient de partir, t'as pas eu pitié de la pauvre. Maintenant, son seul oncle qu'elle aime, qu'elle chérit autant,
tu viens de lui arracher cet oncle aussi. J'ai dit, mais que la vie est injuste, que la vie est cruelle. D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai fait appeler ce chapitre La cruauté de la vie. Mais ce qui m'a surtout ce qui m'a surtout motivé à parler de ce chapitre, c'est que je me rappelle en 2015, j'étais partie au village de ma mère, et cet oncle décédé là et tout, quand je quittais Oulada, Kébéa en 2015, il me disait, si tu vas dire à ta mère de m'envoyer le prix du linceul, un flacon de parfum pour le décès, parce qu'à un certain âge, il faut toujours garder avec soi. C'est ce qui m'a surtout... Avec nos parents, on garde toujours à côté. Ils gardent toujours au cas où. Et ça fait que parfois, certains, même en voyageant, ils voyagent avec. Surtout les croyants, ceux qui ont souvent des prémonitions. Voilà, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Dis-les. Chiplo? Oui, déjà, toi qui as fait un bon temps du côté de Kaporo, parce que tu étais encore étudiante à Kofi et tout. Peut-être qu'ils se connaissaient à Kaporo et à Kofi. On se connaît toujours. Je vois, il sourit quand même. On s'est connus depuis longtemps, depuis qu'elle était à DTV. Elle était toute petite comme ça. Depuis ce temps, on se connaissait. Donc on a aussi travaillé ailleurs. Donc je la connais bien et tout. Donc déjà, lorsque tu étais donc à Kaporo, comment ça se passait un peu le quotidien, que tu étais là tout le temps avec ta belle-mère, même si tu ne veux pas l'appeler comme ça, et tes frères et sœurs qui étaient là-bas. Donc comment ça se passait côté études? Comment ça se passait? Est-ce qu'il y avait un soutien et tout? Ben, côté études, papa nous a toujours soutenus, hein, justement. C'est ce qu'il a dit. Il dit, mais bon sang, tout le monde accuse la distance, mais je vais prendre soin de vous. Pourquoi vous allez partir? Mais en même temps, il voulait faire plaisir à sa première femme. Parce que celle-ci se plaignait, enfin, son ex-première femme. Parce que celle-ci se plaignait tout le temps. Ben, toi, c'est vrai que je veux toujours te rendre service, mais tu veux pas que je te rende service. Mais les enfants, s'ils doivent se réveiller à 6 heures de Coléa pour venir à Kaporo, elles peuvent dormir jusqu'à 7h30. Parfois, mon chauffeur pourra les déposer sans problème. Bon, papa trouvait tout le temps que ma belle-mère se lamentait. À un moment donné, il a dit d'accord, je pense que je peux lui rendre ce service et tout. Ça se passait très bien, mais papa nous a toujours soutenus. Chaque semaine, il nous apportait le prix de petit déjeuner. Mais nous, on gagnait, c'est nous qui gagnions, parce que maman aussi. C'est quelque chose. Voilà. Alors, dans cet ouvrage, vous parlez de Kankan, la ville de Kankan, la ville Nabaya de Kankan. Pourquoi parler de Kankan? Oui, moi je assez. En fait, non, il y a cette émission est biaisée. Il y a quelque chose qui. Non, Alphonse. Non, mais sincèrement, il y a quelque chose qui tourne pas rond, en fait. Non. Il faut qu'on se respecte. Non, il y a des affinités qu'on n'est pas en train d'expliquer. Moi, je connais ce livre. Allez, on va voir ça. Il y a la ville de Kankan. Les auditeurs vont accepter qu'on mette le livre en pause et que vous nous expliquiez c'est quoi cette affinité pour Kankan aujourd'hui. Vous savez, moi, j'aime beaucoup les gens de Kankan. Parce que il vient de faire les éloges des Kaba, de Nabaya, de leur noblesse. Mais attends, Madiou, j'aime beaucoup Kaba. C'est quoi l'anguille sur roche? Je vais vous aider. Il y a des préfectures dans ce pays que j'aime beaucoup. C'est Kirouané, Kankan, Mali, Mbérin. Ça, j'aime toujours ces préfectures. Donc il va falloir, si je trouve quelqu'un qui parle de Kankan, de Kirouané, de Mali, Mbérin, de ça Dalaba, te fait plaisir. Forcément, j'en parle. Madiou Dongoltouma. Alors, revenons sur la ville de Kankan, la cité Nabaya. Pourquoi la ville de Kankan, parlant de cet ouvrage, d'autant plus que vous rendez hommage à votre papa? Ou bien c'est parce qu'il est originaire de Kankan? Pas forcément. Hein. En fait, je parle de la ville de Kankan parce que quand je suis partie à Kankan après le décès de papa, j'étais sous le choc. D'accord. Le choc parce que Louba que j'ai connu avant, Louba ça veut dire, Louba c'est Maninka, ça veut dire la grande concession et tout. Ouais. Pourquoi j'ai décidé de parler de la ville de Kankan, cette ville située à 650 km de Conakry et tout. En fait, après le décès de papa, il a été retenu qu'on fasse 2 sacrifices pour lui. Un sacrifice à Conakry et un sacrifice à l'intérieur du pays. Conakry, parce que le jour qu'il est décédé, il n'a pas été enterré ce jour. Il est décédé un vendredi, il a été inhumé un samedi et tout. Et donc pour honorer les 2 jours, il a été dit, le 40e jour qui correspond au jour du décès, on fait un sacrifice. L'autre 40e jour qui correspond avec le jour de l'inhumation, l'enterrement, on va faire un autre sacrifice. Et moi, j'ai eu la chance de participer, de prendre part au sacrifice de Conakry et aussi de Kankan. Mais j'avais quand même envie de repartir à nouveau à Kankan, voir un tout petit peu si les gens le retenaient, parce que très tôt, il était parti en Sierra Leone, puis en Côte d'Ivoire et puis dans quelques pays asiatiques avant de retourner à Conakry. Donc j'estimais que beaucoup de personnes ne le retenaient pas parce qu'il n'avait pas assez, il n'a pas trop vécu là-bas. Et quand je suis partie à Kankan, je me rappelle la première fois que je suis partie à Kankan, c'était en 2004. J'avais 6 ans à l'époque, j'étais très jeune. Mais vous savez, même si on est jeune, il y a ces choses qu'on retient toujours. J'ai retenu 3 choses. La chaleur humaine qu'il y avait,
dans la grande concession Louba. Au-delà, une vieille dame qui me donnait tout le temps du pain avec la mayonnaise et puis mettait à loco dedans. J'ai retenu ça. Et l'autre chose que j'ai retenu, c'est que quand tu vas pour faire salimafo et tout, c'est pas l'argent qu'on te donne, c'est la viande qu'on te donne. À l'époque, on se retrouvait avec beaucoup de viande et tout. Mais on n'était pas contents parce qu'on était des enfants, on aimait les 100 francs, 200 francs en lieu et place de la viande. Alors que quand on rentrait, nos parents étaient contents parce qu'ils avaient trouvé entre griffes quoi utiliser une certaine quantité de viande et tout. Je parle de Cancan parce que pour la première fois en 2004, quand je suis partie à Cancan, il y avait les grands frères de mon père, ses femmes, ses enfants. C'était vraiment une concession chaleureuse, peuplée. Vraiment, c'était de l'amour, c'était de l'entente. Mais après le décès de papa, quand je suis partie, le premier choc, c'est que j'ai trouvé que toutes les portes étaient fermées. Il n'y avait presque personne, que 2-3 portes ouvertes dans la grande concession. Je fais waouh, la vie est cruelle, la vie est dure, la vie est difficile. Et donc, j'étais marquée par tous ces faits. Et au-delà, j'étais quand même dépassée de voir tout ce rassemblement qu'il y avait eu et tout. Chacun de son côté parlait de mon père, mais ça se comprenait parce que même État à Conakry, il n'oubliait pas ceux de Cancan. Et je pense que ça fait que les gens ont dû le retenir, bien que lui, il est assez lourd. S'il avait un défaut, c'est qu'il était assez lourd, il ne bougeait pas trop. Je voulais parler de Cancan, j'ai parlé de mon trajet. Vous allez voir tout au long du trajet tout ce que j'ai dû voir, les découvertes que je faisais en même temps parce que je suis de nature très très curieuse du tout, mais surtout c'était par rapport à ça. Et à Cancan, pour l'une des rares fois, la voix d'une jeune fille comptait. Parce qu'après le décès de mon père, moi j'avais tout fait pour que je puisse voir son corps. Malheureusement, j'ai pas pu voir. Je suis partie au cimetière, je voulais rentrer dans le cimetière. On me dit non, tu es une fille, tu ne rentres pas. Et vous allez voir dans le livre, j'ai dit quelque part, je dis si j'avais le choix, je me serais métamorphosée ce jour. Parce que j'aurais quand même aimé voir mon père, j'aurais aimé voir son corps, lui dire mes adieux. Je n'avais pas dit mes derniers mots encore le concernant et tout. Ça n'a pas été facile, mais quand on me fait asseoir pour me dire écoute, tout s'est bien passé parce qu'on arrivait un peu plus en retard, donc son grand frère était obligé de me faire le compte rendu. Donc j'ai dit pour une fois la voix d'une jeune fille comptait. De toutes les façons, ils n'avaient pas de choix parce que j'étais la seule fille présente, j'étais le seul enfant présent et toujours donc il fallait que ce soit à moi qu'on fasse le compte rendu. Donc c'est un peu ressortir un peu les droits brimés des femmes et tout. Donc c'était un peu cet aspect-là. Oui. Effectivement, c'est vrai que quand quelqu'un meurt dans une grande famille, surtout c'est un responsable qui est très bien aimé, souvent on dit que la mort sépare des familles. Vous voyez, quelqu'un qui meurt à Conakry, il a une grande famille à l'intérieur du pays, les gens se déplacent. Comme vous l'avez dit, les portes étaient fermées. Souvent, les grandes personnalités qui meurent séparent certaines familles. C'est une évidence aujourd'hui. Alors, de quand vous revenez à Conakry, et quand vous êtes revenu à Conakry, j'imagine le sentiment qui vous animait. Quel était votre état d'esprit à l'époque, votre état d'âme? Très soulagée et apaisée. Toutes les façons, je savais que mon père était un homme de Dieu. Parce que ma mère, je la connais assez peureuse et tout. Toutes les fois qu'il y a eu des problèmes, des décès, elle était celle qui ne tenait pas en place. Même de passage comme ça, elle voit une personne décédée qui se dirige vers sa dernière demeure. Elle se met à pleurer. Mais quand je lui ai dit, écoute, quand j'ai vu ton père, je croyais qu'il dormait, tout ça, il brillait parce qu'il était clair. Voilà, justement. J'ai jamais compris pourquoi on n'a pas été clair, nous. Mais bon, ça fait partie. Je rigole. Donc en fait, ma mère, après ces témoignages, parce qu'elle qui était peureuse, la voir aussi rassurante et tout, je me disais, bah oui, il y a quelque chose qui va bien. Alors, le retour à Conakry, c'était une façon de dire, écoutez, il faut que la vie continue quand même, il faut qu'on essaye d'aller de l'avant, il faut qu'on essaye de tourner la page. Tourner la page ne voulait pas dire oublier l'être cher perdu, mais tourner la page voudrait dire, écoute, cet être cher perdu attend de la grandeur de vous. Il voudrait que vous preniez de la hauteur, tout simplement. Amadou Kadiatou Kaba, comment est-ce qu'on parle de papa qui est décédé avec autant d'énergie et autant de joie? C'est ma source d'inspiration, de motivation. J'aurais tout fait pour ce papa, très honnêtement. J'aurais tout fait pour lui. Il est adorable, il n'avait pas de problème. Il est très rare de voir des personnes comme lui. C'est tout le contraire de ma mère. Ça ne veut pas dire que ma mère n'est pas adorable, mais elle crie plus. Tu crées un problème, même à 2h du matin, elle va crier. C'est sûr. Tu vois, mais il était adorable, il était sans façon. J'aimais. Il était assez tolérant, je ne comprenais pas. Mon Dieu, je disais, mais franchement, bon sang, est-ce qu'on vit dans la même société? J'ai raconté une scène, une dame était du haut de l'étage qui a dû cracher sur lui. L'insolente est partie sans s'excuser. Je voulais monter, il m'attrape, il dit, tu vas où? Il dit, même si elle s'excuse là. Elle a déjà fini de cracher sur moi, ça va changer quoi? En attendant, c'est mes bras ce sont mes bras qui puent en ce moment, c'est pas grave, je me lave à la maison. C'est incroyable. Avant de revenir vers Alphonse, quand vous dites qu'il était très adorable, est-ce que vous rêvez aujourd'hui d'avoir un mari qui était adorable au même titre que papa? Tu es en train de marcher sur ma question. C'est important de tu es en train de gâcher ma question. Un mari avec cette chaleur humaine,
l'amour que vous aviez pour votre papa? Est-ce possible? Je sais pas trop, mais tu sais, même dans ma propre famille, il n'y a pas quelqu'un comme mon père. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes généreuses, mais comme mon père. Justement, c'est pour ça qu'il est intéressant de lire tous les témoignages. C'est vrai que c'est votre papa, c'est une personne chère. Oui, Alphonse. Bon, Les personnes comme ça, il y malgré en que a tu as peu. commencé la question, je vais poser quand même. Est-ce que l'idée que vous avez de votre père, tout l'amour que vous avez pour lui et la conception de l'homme que votre papa vous a laissé n'affectera pas votre choix de mari? On va l'envoyer à Pita, ça c'est simple. Ça laisse savoir comment mener à Pita. Ouais. Je sais pas trop, moi. Pour l'instant, je rencontre beaucoup de bonnes personnes. Mais vous savez, l'amour d'un père n'est pas comparable à celui d'un mari. Il y a toujours une petite différence, tout ça et tout. Mais bon, j'espère avoir... Je sais qu'il est très dur. Le est survenu. Ce qui revient à dire que si Amadou n'a pas les mêmes qualités que papa, il pourrait se voir perdu. On ne peut pas comparer. Mais si tu me permets, donc dans l'éducation de tes enfants, tu seras plutôt éducation papa ou maman avec tes enfants? Ah, papa, franchement, maman frappe. Ah, donc c'est parce que maman corrige que... On peut corriger autrement, les temps sont révolus, là. Une dernière question peut-être. C'est vrai qu'ici, on ne lit pas les décrets. Mais vous avez eu la chance de lire les décrets. Quand vous avez ces décrets, avec ces tons de décrets parfois, vous prenez le temps de relire plusieurs fois ou bien on vous fait tomber le décret sur place et puis vous lisez? Franchement, ou bien ça c'est nous secret? tombe... Franchement, non. Il n'y a pas de secret. Enfin, pour moi, il n'y a pas de secret. Franchement, ça nous tombe dessus. Et même si on te dit là, il faut te familiariser avec. Si tu dois lire 50 pages, 30 pages, 40 pages, franchement, bon, ça mieux vaut commencer en même temps, quoi, et tout. Pour te familiariser là et tout. Parce que n'oubliez pas que même quand la voix ne sort pas, mais on ne peut pas lire sans parler. Peut-être ça dépend. Est-ce qu'en parlant là, c'est à haute voix ou à basse voix? C'est ça le truc et tout. Mais ça nous tombe dessus. Pas plus tard qu'hier, ça m'est tombé dessus. Et on fait avec. Et l'autre question pour les décrets. Dans la lecture des décrets, c'est décret du président vu un seul visa. Mais pourquoi on vous oblige à lire les visas? Justement, les visas là et tout, en ce moment, on ne lit pas tout. S'il y a 4-5 décrets par exemple et tout, on vous oblige à lire la première partie et puis les autres parties, on ne lit pas. Par contre, s'il y a un décret, une ordonnance, tout ça, ou des messages départ, ça, tu es obligé de tout lire. Parce qu'en général, tu vas voir que c'est jamais pareil. Hein. C'est normal que tout le monde ne comprenne pas. Même nous qui lisons, parfois, on ne comprend pas les barres là, etc. Mais parfois, il faut lire parce que les personnes directement concernées, elles peuvent comprendre en fait. Et les personnes concernées, surtout si elles sont nommées parfois, vous appellent parfois parce qu'ils sont très contents? Mais une fois, je me suis plaint, j'ai dit écoutez, quand même, c'est dur de lire les décrets à 23h minuit. Vous connaissez où nous trouver, faites notre petit cadeau. Et ceux qui sont remplacés souvent ne sont pas aussi contents que ceux qui lisent les décrets. Donc, on se crée des ennemis. Bon, eux, ils comprennent, hein. Ils savent que c'est pas nous quand même. C'est pas vous. Le problème, c'est pas vous. Merci beaucoup, Kadietou Kaba. Merci, mais attention, moi j'ai ma lettre là-bas que j'aime souvent lire. Partout où je passe, je veux lire ma lettre à mon père. Reste une minute. Allez-y. Rapidement. Non, mais si c'est une minute, je connais votre histoire de publicité là et tout. Voilà, il y a des obligations commerciales. Des obligations commerciales, mais je vais essayer, sinon après j'arrête en cours de route. Si vous permettez, juste après nos obligations commerciales. Exactement. Après la pause, on reprend. Ça me fera plaisir. On marque une pause le temps pour nos obligations commerciales. On revient juste après sur Radio Espace TV. On ira aussi retrouver Mamadi Onivoki pour parler de la libération des prisonniers du côté de Zérikore, des prisonniers qui avaient été arrêtés suite aux violences intercommunautaires à Massanta. C'était en décembre 2020. Salut, vous me reconnaissez?